prenons une assiette. On y jette rapidement une poignée de spaghettis. Et sur ce plat de pâtes, on vient y déposer un gros morceau de beurre. Telle est en fait l'histoire de l'hôtel industriel qui, le long du boulevard périphérique, à la croisée d'un immense faisceau de voies ferrées, pris dans un système de rocade pour monter, pour descendre du boulevard périphérique, pour rentrer dans Paris, pour sortir de Paris, vient s'installer ici, comme un grand écran, un repère, au milieu de ce plat de nouilles que constitue l'ensemble des réseaux, des voies ferrées, des routes et des autoroutes. Pour moi, le boulevard périphérique est la plus belle avenue de Paris. Faire le tour du boulevard périphérique, c'est certainement avoir une visite de l'architecture du XXe siècle la plus excellente qui soit à Paris. On y trouve la maison de l'Iran de Claude Parent, on y trouve des bâtiments d'architecture studio, on y trouve des bâtiments de plus jeunes architectes, on y trouve la Villette, on y trouve le Parc des Princes. Les bords du périphérique sont jalonnés d'œuvres architecturales qui témoignent une qualité indiscutable de l'architecture du XXe siècle dans la capitale. Et si on pense ça, c'est-à-dire si on pense que la plus belle avenue de Paris, finalement, ce n'est pas les Champs-Élysées, mais c'est le boulevard périphérique, à ce moment-là, lorsqu'on va construire un hôtel industriel près du boulevard périphérique, on ne va pas être dans une situation de mortification à se dire « Oh là là, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis à côté d'un égout à voiture. Je suis le long dans un quartier en déshérence. » Évidemment, si on pense ça, on ne peut pas avoir une approche positive, on ne peut pas avoir une once de générosité et on ne peut pas avoir la moindre idée. Alors que si on pense que, en fait, il y a une qualité qui est une qualité spécifique, qui n'est pas transposable à d'autres avenues de Paris, mais qui est propre au boulevard périphérique, à ce moment-là, on peut construire un bâtiment en verre. C'est une boîte, un rectangle, voilà le soleil, voilà, voilà la façade. Ce bâtiment, c'est de la matière et, surtout ici, de la lumière. Ce bâtiment ne fonctionne que comme ça. C'est un bloc de verre qui a une densité. Cette densité, suivant la lumière, va croître ou décroître.
C'est un bâtiment qui peut être parfaitement liquide à certains moments. C'est un bâtiment qui peut être au contraire extrêmement solide à d'autres heures de la journée. Dans le travail sur l'hôtel industriel, on a organisé la forme du bâtiment par rapport à des géométries liées à des grandes avenues, aux boulevards périphériques, à des orientations par rapport au soleil, etc. Mais cette forme est une forme, comment dirais-je, qui ne prétend pas à la définition absolue du lieu. Elle prétend uniquement à une résonance, à un effet, comment dirais-je, de présence ou de repérage par rapport à un paysage qui est largement plus vaste que ce que elle-même peut prétendre en termes d'occupation et en termes visuels, en termes d'existence dans ce paysage. Et donc, c'est une forme très simple, c'est une boîte. C'est une forme très simple et c'est aussi une forme d'humilité. Ce que l'on dessine, ce sont des formes. Et puis ce sont des formes très affirmées. Enfin, elles sont très géométriques, elles sont très pures. Et en même temps, pour moi, ce n'en sont pas. Ou ce n'en sont pas vraiment. Pas au sens de la forme qui va exprimer, soi-disant, une émotion. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai une méfiance totale par rapport à la forme expressive qui me lasse. Je sais pas, peut-être, enfin, c'est aussi peut-être des questions certainement aussi de caractère. C'est-à-dire que moi je me lasse vite, je m'ennuie très vite. Donc le côté formel va me passionner pendant 3 heures, 3 jours, 3 semaines, et ensuite, puisque j'ai fait cette forme, tiens, je dois pouvoir en faire une autre, alors j'en refais une autre. Donc, donc la forme a quelque chose de faible pour moi, car elle se fane, elle se date, elle se mesure, elle est très narrative, elle est décorative, elle est figurative. Enfin, elle a tout. Pour moi, elle a tous les défauts. Comment se débarrasser de la question de la forme, par exemple pour le vélodrome et la piscine de Berlin, c'est se dire bon, alors un vélodrome, c'est comment? C'est rond. Une piscine, c'est comment? C'est rectangulaire. Voilà. Vous êtes architecte. Donc je trouve que c'est cette démonstration, un vélodrome est rond, une piscine est rectangulaire, montre bien que l'architecture ne réside pas dans les formes. Elle est au-delà, elle est en dehors. Les formes font partie, certainement, de l'architecture, mais elle ne la résume pas. Une forme n'est pas une fin en soi. Lorsque l'on a dit ça, on n'a rien dit sur la ville autour. On n'a rien dit sur le paysage. On n'a rien dit sur tout ce qui va permettre à ces formes, justement, de prendre corps, de prendre sens, de prendre chair presque dans un site et de créer un lieu. Ce qui est intéressant avec les formes, c'est de créer des lieux. C'est pas de construire des bâtiments.
Berlin, c'est l'inverse du sens commun de la construction. C'est-à-dire que plus le bâtiment se construit et plus il disparaît. Puisque au départ, c'est un immense trou. Et ce trou se remplit petit à petit de murs. Mais ces murs ne dépassent jamais la hauteur du sol fini, enfin du sol naturel. Et puis lorsque ces murs sont constitués, on vient avec de la terre pour ceinturer ces murs, pour ensuite planter de l'herbe et des arbres. Donc en fait, c'est un bâtiment vraiment creusé dans le sol. La toiture est réglée afin que l'on puisse avoir sur elle une vision rasante qui crée en fait comme une pièce d'eau, comme un lac, comme un grand bassin, dont la lumière s'amplifie ou décroît suivant le soleil, les nuages et la clarté ambiante. Donc tout le projet est bâti soit au-dessus, c'est-à-dire rien au-dessus en fait, et tout en dessous de cette ligne horizontale. Et ça a été un combat, une vigilance de chaque instant pour respecter les hauteurs de façon à ce que le cumul des différentes côtes, les fondations, les poteaux, les marches, le niveau de l'herbe, etc., soit à l'arrivée, si je puis dire, parfaitement réglé pour que nous ayons cette vision de plan d'eau, de cette surface métallique qui, lorsqu'il y a du soleil, s'enflamme et lorsqu'il y a des nuages, devient un peu gris, plomb, très lourd. Un monument contemporain est un monument qui se doit d'entretenir des relations différentes avec son environnement, des relations plus ouvertes, des relations qui ne sont pas des relations d'obstruction de vue. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais il doit avoir un certain respect, finalement, lui, le monument, par rapport à la ville qui l'entoure ou qui va l'entourer. Cette espèce de possibilité de faire apparaître ou disparaître la présence de l'architecture, d'en créer des conditions d'absence qui ne fait en fait à terme que renforcer sa présence, est une voie de recherche qui est, à mon avis, tout à fait centrale dans la manipulation qu'un architecte doit avoir des objets qu'il produit. C'est-à-dire, c'est lui, et lui seul, qui doit, et quand je dis il doit, c'est d'un point de vue éthique presque, c'est d'un point de vue du devoir. Il doit rendre compte s'il y a nécessité de présence ou pas, si le bâtiment doit s'effacer par rapport à son environnement, s'il doit au contraire amplifier certains aspects de l'environnement. Il doit en fait, par rapport à un diagnostic, apporter une réponse qui est spécifique à un contexte, mais qui n'est pas forcément de l'ordre de la démonstration d'une présence
tel qu'on peut l'imaginer lorsqu'on construit un bâtiment. Lorsqu'on construit un bâtiment, tout le monde s'attend à voir un bâtiment qui sort de terre. On dit voilà, le bâtiment sort de terre. Eh bien, c'est oui, certainement, souvent, mais pas toujours. Cette possibilité de contenir, de maîtriser, cette possibilité du silence, de l'immobilité, du vide, est aussi une valeur architecturale qui, pour moi, est totalement contemporaine et aussi, quelque part, totalement salubre. Usinor veut faire un centre de conférence. Bien. À Saint-Germain-en-Laye, d'accord. Il nous envoie quelques documents. Bon, on voit qu'il y a une espèce de grosse maison bourgeoise, une espèce de petit château, pas d'une qualité d'ailleurs architecturale extraordinaire. Mais il est bien écrit que Usinor aime le château et les gens qui travaillent dans ce parc, là où il y a des laboratoires de recherche, etc., ça leur plaît. Bon, d'accord. On a une photo aérienne, on voit qu'il y a des beaux arbres. Bon. Donc, simplement, avec ces quelques éléments, on se dit, quelle drôle d'idée d'aller construire un centre de conférence qui va abîmer ce parc, qui va détruire cette maison. Il faut doubler le volume de la maison. Enfin vraiment, pourquoi pas aller le faire ailleurs? Puis on se dit, peut-être que justement, c'est là-dedans que tient la réponse. Et donc je suis allé voir le site avec la ferme intention de ne rien faire. Et d'où est née immédiatement presque l'idée, lorsque j'ai vu le château, etc., les arbres, je me suis dit, il manque un peu d'eau, ce serait parfait avec un peu d'eau pour achever le caractère un peu romantique de ce parc. Eh bien, construisons un disque de verre qui formera en fait les douves de ce petit manoir. Et puis en dessous, on organisera ce qu'on doit organiser avec les salles de réunion, les restaurants, enfin tout ce que l'on doit mettre en place pour créer ce centre de conférence. J'avais fait le volume de la bibliothèque avec ma pâte à modeler et mon couteau de cuisine, comme ça, je me coupais. Bon. Et ce volume, c'était la dimension d'une boîte à chaussures, pratiquement. Et par rapport à la maquette de l'environnement, on avait fait la Seine, le 13e arrondissement et tout ça, ben, j'avais posé ce parallépipède, je trouvais ça immonde, quoi. Enfin, c'était monstrueux, quoi. Vraiment, ce volume était, enfin, comment dire, insupportable, quoi. Enfin, inacceptable. Et la réaction, comment dirais-je, immédiate, enfin instinctive, c'était de dire, mais on ne peut pas construire un tel monstre, un bâtiment aussi important au milieu d'un quartier qui va se développer. Un quartier qui n'existe pas et qui doit trouver autour de cet acte fondateur qu'allait être la bibliothèque ses racines, ses liaisons, sa vie, son sens, son identité, quoi. Cette réaction presque physique d'une certaine façon, de défiance par rapport à la dimension du projet et à sa présence, a tout de suite amené à le faire disparaître.
L'idée de la bibliothèque, c'est en fait de faire disparaître cette énorme masse bâtie et de ne conserver que les 4 angles de ce volume comme une trace. Donc, l'incruster dans le sol et de ne conserver que les fameuses 4 tours en forme de livre ouvert qui finalement délimitent l'absence de ce volume bâti qui va offrir une grande esplanade et au cœur de cette esplanade, exactement entre les 4 tours, un jardin. L'idée de la bibliothèque, c'est peut-on construire un monument sans mur? Voilà par exemple un sujet qui, à mon avis, permet de décaler cette relation et de la modifier, cette relation que l'on a au monument. Un monument est un bâtiment qui est toujours ceinturé. Il est soit ceinturé de murs, soit il est ceinturé de douves, soit il est ceinturé de grilles. C'est un bâtiment qui est toujours défendu. La bibliothèque est typiquement un bâtiment complètement ouvert. Il n'y a pas de système de défense. On peut s'en approcher, on peut même y rentrer sans qu'il y ait toute cette espèce de procédure de reconnaissance comme quoi le monument est plus important et demande et nécessite un certain respect par rapport à celui qui aura donc autorisation d'y entrer. Et ce simple fait de casser cette espèce de séparation dedans-dehors crée d'autres conditions urbaines. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand la République met en place, par exemple, les hôtels de ville à Paris, l'idée, c'est que l'espace public pénètre à l'intérieur de la cour de l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la cour de l'hôtel de ville les mêmes réverbères qu'il y a sur la place devant, le pavé, c'est le même, on y retrouve même des bancs, etc. Donc la République est généreuse. Elle a cette idée que le citoyen puisse s'approcher des lieux qui la représentent et qui vont petit à petit représenter la démocratie. Et l'idée initiale, c'était donc de découper dans une forêt ce rectangle, de le transporter, ça veut dire le transplanter, au cœur de la bibliothèque, et la marque laissée par cet arrachement de ce morceau de forêt aurait été sablée, et on y aurait planté un petit écriteau sur lequel aurait été écrit « Ce morceau de forêt se trouve à la Bibliothèque nationale ».
Dans la bibliothèque, c'est typiquement le travail sur la répétition des éléments, sur la monotonie apparente. Et si on prend une remarque que faisait un musicien très proche de Pierre Boulez, qui s'appelle Philippe Hurel, qui travaille sur la répétition en musique concrète, on lui dit « mais c'est monotone, c'est ennuyeux votre musique ». Je lui réponds « mais dans la répétition, il y a avant et après ». Et je trouve que cette définition de l'avant et de l'après transporte l'architecture dans un autre monde, dans un autre champ de perception. Et le mouvement et un certain malaise que peuvent ressentir certaines personnes dans cette espèce d'abstraction, de jeu d'abstraction, en fait, n'est ni plus ni moins que le temps qui passe, ou l'expression écrite du temps qui passe, et donc du mouvement, et donc finalement du regard que l'on porte sur les choses avant et après. Lorsque Donald Judd réalise un volume, une espèce de grosse boîte à gâteaux, si on veut, de gros parallélépipèdes métalliques, et qu'il va dessus juste tendre un film un peu rosé, par exemple, et que ce parallélépipède, il va l'accrocher, sans évidemment qu'on voit aucune accroche, mais qui va l'accrocher perpendiculairement à un mur, et qu'au travers de ce parallélépipède, la lumière va donc il va y avoir un halo légèrement rosé, cette pièce-là, le tour est en cuivre ou en laiton, enfin donc un petit peu or, brillant, enfin une espèce de magie de la lumière qui fait que ce volume, qui est quand même très brutal, prend une douceur, a l'air de flotter, je veux dire, produit le sentiment exactement contraire de ce qu'il est. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Produire des lieux, ou tout au moins à partir de bâtiments, des sentiments contraires de ce qu'ils sont. Le maître d'ouvrage de la bibliothèque m'a dit « Écoutez, Perrault, très bien, vous faites le CTL, mais pas d'architecture. L'architecture à Tolbiac, pour François Mitterrand, d'accord. Mais alors là, un bâtiment, vite fait, bien fait, dans les prix, et qui fonctionne. Architecture égale 0. » Et la phrase était tellement, enfin quand je disais l'équation était tellement claire que j'ai trouvé que ça méritait qu'on y travaille. Et je me suis dit, en fait, peut-on ne pas faire d'architecture? Est-ce vraiment possible? Et ou bien plus exactement,
peut-on faire de l'architecture avec un presque rien ou un je ne sais quoi, comme dirait un grand philosophe. Alors on a imaginé de faire une lame de métal rectangulaire, et à partir de cette lame de métal, multipliée par des milliers d'exemplaires, on pouvait fermer un bâtiment, l'entrouvrir, et le fait que ces lames, et suivant l'orientation de ces lames, soient éclairées par le soleil ou pas, va renvoyer de la lumière sur la façade qui, elle, n'a pas de soleil. Ça veut dire en clair que les façades nord, mais ça on connaît ça dans Paris, dans beaucoup de cours parisiennes, on peut avoir une fenêtre au nord. Si on a la chance d'avoir un mur mitoyen bien peint de couleur claire, on reçoit le soleil. En Chine, d'ailleurs, un certain nombre de maisons sont construites comme cela, sous forme d'un U. Les trois parties du U sont habitées, elles s'ouvrent vers le nord, mais le quatrième côté du U, c'est-à-dire en le refermant et en créant un carré, c'est un mur peint en blanc, mais en blanc chaud vive. Et lorsque le soleil tape dessus, l'ensemble de la maison est éclairé. Là aussi, architecture zéro. Il n'y a pas besoin de faire des moulures, des contre-courbes, des gesticulations à n'en plus finir. Simplement d'introduire un écran blanc, on est capable d'illuminer toute une maison. Là simplement, en utilisant cet élément architectural le plus réduit possible, on est capable de construire un bâtiment. L'architecture est effectivement cet art qui se bat contre lui-même parce que l'architecture est lourde, elle est pesante, elle est statique. Un poteau doit tenir, il doit tenir un plancher, il doit s'ancrer dans le sol, qu'il soit plus ou moins droit, plus ou moins de forme géométrique, peu importe. À la limite, il y a une espèce de réalité physique. Et comment l'architecture peut-elle s'en libérer? Donc comment peut-elle créer donc comment peut-elle rendre compte en fait de cette espèce de permanence de cette situation très contemporaine qui est le mouvement. Tout est en mouvement aujourd'hui, tout bouge, et l'architecture, elle, désespérément reste statique, ou tout au moins tente désespérément de se libérer de la pesanteur. À la maison. Là, nous sommes dehors. Et ici, c'est la terre. Ici, c'est la terre. Nous sommes entourés, ensevelis dans le sol. Le soleil est ici. La lumière pénètre par ces grandes vitres. Il faut s'en protéger un petit peu d'ailleurs. On peut ici mettre un petit peu un brise-soleil. La maison est construite avec 3 poteaux. Un poteau côté de la façade, un poteau à peu près au milieu, disons, et puis un autre poteau ici, à l'arrière de la maison. Ici, il y a des volets. Qui s'ouvrent et qui se ferment pour se protéger de la lumière. Et là, on a une plaque de verre
qui nous permet d'avoir une lumière douce dans un couloir à l'arrière. Et donc, lorsque je suis ici au lit, en train de lire, je ferme mes volets, donc je n'ai plus de lumière. Mais si j'ouvre mes volets qui se trouvent aussi à l'arrière, je peux avoir donc une lumière naturelle, tout en étant isolé de la pièce centrale. Imaginons une passerelle type passerelle de chemin de fer qui se met à onduler. Eh bien, cette passerelle, tout le monde peut comprendre tout de suite, immédiatement, qu'il n'y a pas de voiture qui passe dessus, qu'il n'y a pas de train, et que c'est tout à fait un lieu d'un autre ordre. Et donc, on peut certainement s'y balader. Et non seulement on a utilisé donc la structure de l'ancien pont, mais on l'a même développé comme des espèces de bras, un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'à partir de ce corps central s'ouvrent un certain nombre d'instruments qui vont pour certains aller rejoindre la terrasse, d'autres rejoindre les berges, d'autres rejoindre le quai, ou bien comme ceci enjamber cette voie pour arriver jusqu'au niveau de l'esplanade. Donc là encore, à partir d'une structure qui existe, à partir donc finalement d'un héritage architectural, on peut le transformer, le métamorphoser, le transfigurer pour qu'il devienne en fait un autre objet architectural qui n'a pas perdu en fait ses traces et son histoire puisque sont utilisés les mêmes éléments, mais qui mis dans un autre site, dans un autre contexte, avec une autre fonction, vont se modifier et vont devenir autre chose. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de bâtiment maudit. Il n'y a pas de lieu maudit. C'est pas parce qu'on va construire une tour que ça va être insupportable, qu'on ne va pas pouvoir y vivre. C'est pas parce qu'on va construire un bâtiment de grande longueur, que l'on appelle une barre, que l'on ne va pas pouvoir y vivre. C'est pas parce qu'on va utiliser un bâtiment ancien ou une structure ancienne en métal qu'elle ne va pas, tout d'un coup, prendre sa place dans un autre lieu. Donc cette espèce d'idée
qu'il faut que la route soit toujours dégagée, qu'il faut que les conditions et que les fées soient toutes réunies, et les bonnes fées soient toutes réunies autour du berceau, pour qu'il y ait projet, pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait chef-d'œuvre, mais il y a quand même une attitude un peu de société gâtée. Si effectivement on résume les grands ensembles à des bars et à des tours, ce que fait tout le monde, on reste dans le cadre de ce que j'appelle l'architecture. Par contre, si l'on traduit ces interventions de bars et de tours dans un site plus vaste que l'on pourrait appeler un paysage, qui est en fait un morceau de ville, qui entretient des relations de franges de ville, entre ville et campagne, dans certains cas, entre ville et nouvelle et ville ancienne, etc. Bon. Si donc on sort du champ strict de la typologie de cet horrible bar et de cette horrible tour, le regard et l'analyse se transforment et on fait apparaître un certain nombre de problèmes qui, eux, portent la faute. La question des réseaux, la non-desserte de ces grands ensembles, la question de ces territoires abandonnés, volontairement exclus, souvent coincés entre une voie ferrée et une autoroute. Donc, tout d'un coup, on découvre qu'on est au-delà de la typologie de la barre et de la tour, qui en soi ne sont pas maudites. C'est pas parce qu'on construit des bars et des tours que l'on ne peut pas y vivre. Il y a des bars dans lesquels on vit formidablement bien, et des tours dans lesquels on vit aussi formidablement bien. Et puis il y en a d'autres où ça ne se passe pas du tout de la même façon. Et finalement, c'est pas tellement la forme de l'architecture qui pose problème, c'est sa disposition. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet de Caen, qui est un problème typique des grandes villes européennes aujourd'hui, c'est la disparition en fait des grands territoires industriels qui se trouvaient pratiquement au cœur des villes. Donc Caen, une grande aciérie, pas du jour au lendemain, mais enfin à l'échelle de l'histoire d'un territoire, en quelques années, plus rien. Mais rien. Ne subsiste en fait que la géographie, que la topographie d'un site. Bon. La question, c'est que faire? La question qui est posée, que faire? Ah. Alors, on se fait un hologramme plat, aucun signaux. Que faire devant un tel truc? Alors oui, on va faire une ville. Ah, d'accord. Bon, enfin, bon. On va faire un parc. Ah, formidable. On va faire des événements. Ah ouais, extraordinaire. Enfin, la tarte à la crème habituelle qui permettent de se donner du courage, mais qui vraiment n'apporte pas beaucoup d'éléments. Alors on s'est un peu baladé, on a essayé de comprendre un petit peu comment vivait cette géographie. Nous sommes à 8 km de la mer, la ville est là, la partie du centre-ville, et puis le canal et l'Orne qui vient
longer le site de l'usine qui se trouve ici. Ça c'est en fait le plateau avec le port ici, avec des communes, c'est là où les gens habitaient et vivaient lorsqu'ils avaient fini de travailler, et des voies ferrées qui viennent comme ceci. Et tout cela représente à peu près le quart de l'agglomération caennaise. Comment arriver à ramener ce problème de territoire à des dimensions humaines, à des dimensions que l'on peut, comment dirais-je, gérer aussi bien conceptuellement que d'un point de vue opérationnel. Donc nous avons mis au point cette idée de quadrillage, qui n'est pas une idée d'ailleurs extrêmement nouvelle, puisque la façon dont les Romains, entre autres, traçaient leurs villes, c'était des villes parfaitement quadrillées, enfin tout au moins les camps militaires. Donc il y a là une idée de conquête, ou de reconquête plus exactement, d'un paysage et d'un site. Et pour conquérir ce paysage, il faut arriver à le mesurer, et pour le mesurer, on l'a quadrillé. Et chaque carré mesure 100 mètres par 100 mètres égale 1 hectare. Ah, ça c'est... Voilà, donc nos carrés, toujours suivant la maille, 100 mètres par 100 mètres. On a là un carré de 100 mètres de baliveau de noisetier. Et ces jeunes arbres vont petit à petit évidemment se développer. Et lorsqu'ils seront très denses, on va les dédoubler, soit pour créer des morceaux de forêt, des bocteaux, soit pour créer de nouveaux carrés qui, eux, n'ont pas encore été plantés. C'est-à-dire qu'on crée une espèce d'histoire du paysage, un peu en vitesse accélérée, puisque grâce à ces pépinières, on va donc petit à petit utiliser ce matériau qui est né, qui s'est développé sur place, pour au contraire donc créer ce jardin futur qui s'appelle une ville, mais qui ne s'appelle pas un parc. L'idée, c'est de créer d'abord un paysage qui préfigure la ville, ou tout au moins qui lui donne une cartographie dans laquelle elle va petit à petit s'insérer, et ce, à l'aide de la nature. Carl André, qui installe ses plaques de cuivre ou d'inox au sol, par ce jeu de plaques posées sur le sol, il permet de relire, de révéler un lieu pour lequel on n'aurait pas eu a priori une lecture particulière. Bon. Je trouve que c'est un acte qui est indissociable de l'acte architectural. Ça ne veut pas dire que les architectes font la même chose, mais en termes conceptuels, en termes de sensibilité, je trouve que c'est vraiment, comment on pourrait dire, le degré zéro de l'architecture. Cette espèce de capacité d'installer, et donc au travers de cette installation réduite, avec éléments réduits, avec actes réduits, avec énergie réduite, avec le minimum de matière, le minimum de mouvement, c'est une définition de l'intelligence. C'est-à-dire avec le minimum de choses, créer, révéler une dimension qui dépasse largement l'acte lui-même et qui permet de transformer un lieu en un autre lieu, en ayant réalisé, fait le minimum de choses. Et ça, je trouve que ça ne, pour moi, c'est pas étranger à l'architecture. Pour moi, ça ne peut pas être étranger à l'architecture. Mais c'est pas parce que
on s'inscrit, on intègre ce type de sensibilité, ce type d'approche conceptuelle dans l'architecture, que l'architecture va être minimaliste. L'architecture ne pourra jamais être minimaliste. Jamais. L'architecture n'est pas un art pur, de la même façon. Elle est impure. Elle n'est pas minimaliste, elle est impure, elle n'est pas conceptuelle. L'architecture, elle a cette grandeur et cette servitude d'être utile à l'homme.